Bonjour à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Alexandre Guérin, il est directeur général d'Ipsos France et il viendra nous présenter le bilan des 10 ans de l'étude mondiale Global Trends menée dans des pays qui représentent les 3/4 de l'humanité. Pouvons-nous faire plus chacun à notre niveau en matière d'environnement? C'est l'une des questions posées, vous verrez. Dans notre débat, on fera le point sur le développement du vélo dans les grandes villes européennes et sur les moyens pour améliorer à la fois sa place et son usage. Et puis dans notre rubrique Startup, on va découvrir ensemble Platéou, comment faire des travaux chez les Français qui sont placés sous tutelle ou curatelle. Ça représente 1 million de personnes aujourd'hui. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Alexandre Guérin. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue, vous êtes le directeur général d'Ipsos en France. Ipsos qui vient de publier son étude Global Trends. C'est juste pour prendre conscience de ce que ça représente. C'est combien de personnes interrogées dans le monde, puis surtout ça représente combien de pays, quoi. Alors, Ipsos Global Trends, c'est une enquête extrêmement ambitieuse. On interroge plus de 50 000 personnes dans le monde, dans 50 pays. On couvre les 3/4 de la population mondiale et 90% du PIB mondial. Donc c'est une enquête extrêmement riche, extrêmement dense, complètement globale. Qui donc existe depuis 10 ans de Global Trends. C'était quoi l'ambition quand elle a été lancée? Alors, on fête le 10e anniversaire et l'ambition à l'époque, c'était de comprendre quelles étaient les tendances de fond et quels étaient les signaux que l'on pouvait capter pour les décideurs, qu'ils soient publics ou privés. Donc c'est vraiment un outil, c'est une boussole en fait, dont se servent à la fois les institutions publiques et les entreprises privées pour comprendre le monde et trouver un moyen de s'y positionner. Et alors, pour l'un des thèmes qui est un des thèmes majeurs de Smart Impact, la transformation environnementale et sociétale, à quel point vous voyez cette préoccupation grandir, ou pas d'ailleurs, dans ces 3/4 de l'humanité? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on atteint aujourd'hui, je pense, un consensus mondial sur le fait que si on ne change pas, on court à la catastrophe. On est quasiment à 80% dans tous les pays du monde. Il y a des variations, bien évidemment. Et la France, on est à 80%. Et là, maintenant, c'est stable. Donc ce consensus, il existe. La question, c'est plutôt, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on voit que pour 2/3 des personnes, notamment en France, il n'est pas trop tard pour agir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, là où le bas blesse, c'est quand on demande aux personnes, est-ce que vous pouvez changer? 3/4 des Français nous disent, moi, je fais déjà le maximum. Oui, alors ça, c'est vraiment l'un des chiffres qui m'a... Il y a une affirmation, vous proposez un certain nombre d'affirmations. Je fais déjà tout ce que je peux en matière d'environnement. Et alors, à cette question, on a 72% de la population mondiale qui répondent, je fais déjà tout ce que je peux, 69% en Europe et 73% en France. Alors, comment vous l'analysez, ça? Il y a une sorte de motivation en berne, de lassitude? Comment vous l'analysez? Alors, il y a une forme d'anxiété, déjà, premièrement, et puis il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte qu'on appelle de polycrise. Donc, il y a la crise environnementale, mais il y a également une crise économique, sociale, géopolitique. Et ça, c'est ce qui définit un petit peu notre époque post-Covid, c'est cette conjonction de crises qui crée de l'anxiété. Donc, les Français, pour répondre à ça, ont une vraie tendance à se replier sur soi. Donc les problématiques un petit peu adjacentes, on va dire, ce n'est plus de ma responsabilité, c'est aux autres. Et ce que nous disent très clairement les Français, c'est que les personnes qui doivent agir, c'est avant tout les entreprises. Moi, je fais déjà le maximum. Oui, alors justement, est-ce que ça rejoint finalement ce que les Français vous disent, les aspirations ou les inquiétudes des entreprises? Alors oui, les entreprises, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. La question, c'est comment est-ce qu'on l'active. On voit aussi dans notre étude que le niveau de confiance qu'ont les Français et la population mondiale envers les entreprises, on va dire libérales, est assez faible. On est à 35% dans le monde, on est à moins de 30% en France. Donc il y a un déficit de confiance qu'il faut recréer. Et nous, ce qu'on voit dans le travail qu'on fait avec nos clients, notamment, c'est qu'il faut que les entreprises trouvent un moyen d'être pertinent, de gagner en pertinence, de gagner en proximité. On a fait d'autres études passionnantes où on liste à peu près 60 causes d'engagement et on voit qu'il y a des grandes différences entre ce que les entreprises peuvent faire et ce qui résonne auprès de leur public. Donc c'est très important de bien comprendre ça, pour ne pas créer pour ne pas faire de bêtises. On a l'exemple, par exemple, aux États-Unis d'Harley Davidson et Jack Daniels qui doivent rebrousser en arrière sur leur politique de diversité et d'inclusion. Mais on voit aussi que quand on arrive à trouver les causes sur lesquelles on peut avoir un impact, là on arrive à faire des choses. Par exemple,
les fans de Netflix sont 4 fois plus engagés que la moyenne dans l'égalité homme-femme. Ouais, intéressant. Je vous pose cette question sur l'engagement des entreprises, parce qu'on commence, et un peu dans cette émission, peut-être pas forcément à l'antenne, mais un peu dans les discussions, à avoir un drôle de discours sur bon, l'environnement, c'est plus à la mode. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça rejoint cet effet de lassitude ou cet effet de polycrise, et finalement, cette crise-là, on va la laisser un peu de côté pour l'instant, quoi. Exactement, exactement. Et donc il faut réussir à trouver la bonne hiérarchie. Je rappelle que les plus grandes préoccupations des Français aujourd'hui sont sur des thématiques régaliennes, de pouvoir d'achat, de sécurité, etc. etc. L'environnement, ça monte et ça descend en fonction des aléas climatiques. On avait... c'était dans le top 3 après l'incendie de la dune du Pilat, c'est redescendu ensuite. Oui. Mais est-ce que c'est lié aussi à la communication, à une sorte de récit positif ou de récit à réinventer sur ces enjeux de transformation ? Tout à fait. Alors il y a clairement un manque de vision. Ça, c'est clair, et ça concerne à la fois les acteurs privés et les acteurs publics. Alors ensuite, en France, on est assez pessimiste, et on le voit d'ailleurs dans notre étude, sur toutes les questions sur l'état du monde, l'état du pays, le rapport à l'innovation et aux nouvelles technologies, on a des scores qui sont plus faibles. Il y a notamment la thématique techno-solutionniste, on va dire. Est-ce que l'innovation, c'est important pour répondre aux défis climatiques ? Dans le monde, on est plutôt à 70%. En France, on est divisé à 50-50. Donc il y a aussi un enjeu, je pense, d'éducation, de communication, pour pouvoir répondre à ces attentes. Et alors, effectivement, vous le disiez, la question de la confiance dans l'avenir, ça c'est un autre chiffre qui m'a frappé. Les résultats moyens des Français nous montrent qu'on est plus sceptique comparé aux 50 pays étudiés. 13% des Français se disent optimistes. Et c'est 18 points de moins que la moyenne mondiale. C'est quand même beaucoup. Et je pense que ça peut être quand même un handicap pour un pays. Comment vous l'expliquez, ça ? Cette continuité dans le pessimisme à la française. Parce que là, vous avez 10 ans de recul. Complètement, complètement. Alors, c'est quelque chose qu'on voyait même avant. Donc, il y a une exception culturelle française, on va dire, et qu'on voit dans toutes les études. Donc, ça, c'est le premier point. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le contexte de polycrise, il y a un sentiment d'abandon. Ce qui progresse le plus dans notre étude, par exemple, c'est la crainte des Français que tous les dispositifs sociaux de protection ne seront plus au niveau. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on voit une forte progression. Et ensuite, et ça c'est peut-être spécifique à la France, les Français, face à cette absurdité du monde, on va dire, face à ce manque de vision, ont une tendance à se replier sur soi, ont une tendance à se replier sur leur cercle immédiat. Et le grand paradoxe de l'enquête, c'est que 13% des Français sont optimistes pour le monde, 21% pour leur pays, mais pour moi et ma famille, à 59%, ça va bien. Donc les Français arrivent à trouver des mécanismes pour retrouver un petit peu de confiance et d'optimisme, mais ça se fait au niveau extrêmement local. C'est dans mon cercle premier. Et là, on retrouve aussi d'autres choses qui sont intéressantes. Il y a un regain de la nostalgie. Est-ce que je veux que mon pays redevienne ce qu'il était avant ? Là, on est sur des niveaux très élevés, à 70%. En France ? En France, et ça c'est également plus qu'ailleurs ? En protection, tout à fait. Et est-ce que je vis dans le présent parce que l'avenir est incertain ? Là aussi, on a des très hauts scores, à plus de 70%. Donc on trouve aujourd'hui, en France, ce paradoxe entre une situation qui est angoissante, mais une forme d'hédonisme dans mon premier cercle, extrêmement poussé, qui quelque part définit un petit peu notre culture aussi. Oui, c'est vrai. Mais en vous entendant, je me dis, est-ce que les JO peuvent changer quelque chose ? Alors, l'étude, elle a été faite avant, j'imagine. Alors, elle a été faite avant, oui, exactement. Mais ça m'intéresserait de savoir, parce que ça a été un moment où on a fait nation, on s'est prouvé un certain nombre de choses, dans la capacité à organiser un tel événement. Il y a une sorte de fierté nationale, d'ailleurs, qui a été évaluée récemment, je crois que c'était chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Oui. Qu'est-ce qui peut Est-ce que c'est une parenthèse ? Ça y est, c'est fini, on est reparti dans la polycrise dont on parle, ou est-ce qu'il peut y avoir une vague sur laquelle surfer ? Alors, il y a eu un avant et après JO, ça c'est clair. Et d'ailleurs, l'étude du Parisien, on l'avait faite avec eux, c'était une chose qu'ils l'avaient faite. Et on était passé de, on va dire, 2/3 des Français qui n'y croyaient pas, qui n'étaient pas intéressés, à un renversement, 2/3 des Français extrêmement contents. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a retrouvé un petit peu de ce vivre ensemble qui nous manquait, qui nous faisait défaut. Ça a été une pause. Et les commentaires qu'on peut avoir assez qualitatifs aussi montrent bien que ça a recréé de l'échange avec des gens avec lesquels on n'échangeait pas forcément. Donc il y a eu quelque chose d'assez nouveau. Ça a fait beaucoup de bien au pays.
Combien de temps est-ce que ça va durer? Oui. Là est la question. Mais c'est pour ça que votre étude, qui est passionnante, vous nous le disiez, elle est décortiquée par les chefs d'entreprise ou par des régions, des collectivités. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire des JO? Moi, j'ai pas la réponse, hein, et je pense que le défi est collectif. Mais ils doivent se poser cette question aujourd'hui. Alors moi, quand on décortique cette étude avec nos clients privés, moi je vois 4 grands thèmes. Le premier, c'est de bien aligner votre positionnement corporate avec des causes sur lesquelles vous pouvez avoir un réel impact. Un réel impact. On ne peut pas tout faire. D'accord. Je dis souvent que les entreprises ne vont pas changer le monde, mais elles peuvent changer leur monde. Et ça, on le voit dans les études, c'est extrêmement important. Deuxièmement, dans l'offre même des entreprises, tout ce qui va tourner autour du local, du vivre ensemble, du partage, de l'expérientiel, il y a clairement une forte demande pour ça, et on voit des clients qui pivotent vers ça. Troisième grande leçon, dans toutes les communications, dans tout l'engagement, on a besoin d'empathie. On a besoin de recréer du lien humain. C'est une valeur cardinale aujourd'hui pour ne pas être hors sol, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est un commentaire qui pourrait aussi concerner nos décideurs politiques également. Et le quatrième, tourne autour du monde des ressources humaines, je trouve, puisqu'on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, dans un monde post-Covid, de télétravail, de désengagement, de grandes démissions, etc., etc. Mais ce qu'on voit dans notre étude a tendance à démontrer le contraire. Les Français ont de plus en plus envie de faire carrière. On est passé de 30 à 37% en 10 ans, à plus de 50% sur les jeunes. Et donc, je pense qu'il y a un grand malentendu, en fait, qui est sans doute un malentendu générationnel entre les personnes qui embauchent et les personnes qui arrivent sur le marché du travail. Et les thématiques de sens, de contenu du travail, de transparence sur la progression, ça, ce sont des choses aujourd'hui sur lesquelles on voit qu'il y a un malentendu dans les entreprises et on encourage bien évidemment tous nos clients à y travailler. Merci beaucoup Alexandre Guérin et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, la place du vélo dans nos villes. C'est le débat de ce Smart Impact. On parle de la place du vélo dans nos villes en France, mais aussi en Europe avec Sylvain Rédélé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Mobilité Demain. Et Robin Bourrindeloup, bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur général de Turtle. On va présenter Mobilité Demain. Tiens, pour commencer, c'est quoi ? Mobilité Demain, on accompagne les employeurs publics et privés dans leur politique de mobilité durable. Et on accompagne leurs collaborateurs dans le changement de comportement de mobilité. C'est quoi? C'est une entreprise? C'est du conseil? C'est une entreprise. On existe depuis 4 ans. C'est lancé en 2020. Et puis, on connaît une croissance par rapport au nombre d'employeurs qu'on accompagne. Avec notamment un dispositif qui s'appelle Goodwatt. Oui. C'est quoi, Goodwatt? Goodwatt, c'est justement lever les freins à l'usage du vélo par l'expérimentation. L'idée, c'est d'aller accompagner des automobilistes qui aujourd'hui ont un déplacement relativement court, inférieur à 10 km, qui vont le faire en voiture. Et l'idée, c'est de leur proposer un vélo assistance électrique tout équipé pendant 1 mois, les coacher, de les accompagner pendant ce mois pour qu'ils utilisent au maximum le vélo et qu'à la fin de l'expérimentation, ils soient convaincus que le vélo est bien adapté à leur déplacement du quotidien. L'essayer, c'est l'adopter. Exactement. C'est un peu l'idée. Turtle, Robin Bourrindeloup, présentez-nous. C'est une jeune entreprise, elle existe depuis quand ? Alors Turtle existe, on a lancé nos premiers vélos en 2021. Donc, c'est une jeune start-up encore. Nous, on propose un service de transport de personnes avec chauffeur à vélo. Donc on est vraiment sur de la mobilité douce également, mais un peu plus inclusive parce qu'on va permettre justement à des personnes qui ont soit par envie de faire du vélo, soit peuvent pas faire de vélo. Il suffit d'avoir un bras dans le plâtre pour plus être capable de faire de vélo. Donc on a des vélos avec chauffeur qui peuvent prendre 2 passagers, qui sont réservables depuis une application mobile, et on propose des trajets qui sont généralement moins chers, plus rapides et plus écologiques évidemment. Vous en êtes tout du développement de Turtle ? Ça progresse plutôt bien parce qu'on a donc nous lancé notre première expérimentation avec 5 vélos. On a aujourd'hui 60 vélos à la suite des Jeux Olympiques. Donc on commence vraiment à devenir un peu significatif sur le transport à Paris. On a pas mal d'objectifs de développement sur l'aspect du coup transport de personnes de particuliers. Et on développe aussi de plus en plus la partie entreprise, notamment pour développer les événements plus durables avec des transports point A, point B ou entre deux sites sur la partie événementielle. D'accord. Il y avait la semaine européenne de la mobilité là, qui s'est terminée il y a quelques jours. Près de 3500 villes qui ont participé, évidemment prioritairement en Europe, mais il y a quelques participants ailleurs aussi. Le vélo, c'est une histoire de grande ville, Sylvain Rédélé ?
Pas forcément, et je pense que le vélo assistance électrique, c'est justement qui s'est beaucoup développé ces dernières années, un vecteur pour aller chercher au-delà des distances plus longues, des dénivelés différents, et donc un usage aussi en périphérie, voire en zone rurale. Même si aujourd'hui, on constate que les distances pour l'usage du vélo sont plus adaptées en ville, puisqu'on est sur des trajets plus courts et le nombre d'infrastructures est plus important. Pour autant, la périphérie se développe très vite aujourd'hui, les banlieues des grandes villes, les premières, deuxièmes couronnes. Donc là aussi, il y a un très fort potentiel et c'est là où on peut aller chercher davantage. Ouais. Paris est quand même très nettement en pointe en termes d'équipement, de pratique, ou alors elle est rattrapée ou challengée par d'autres grandes villes françaises. Paris, la particularité, c'est que la part de la voiture est très faible. Elle a très fortement baissé ces dernières années. Attendez, moi, j'ai été totalement surpris par un chiffre qui illustre ce que vous venez de nous dire. C'est une étude Paris Région qui a été publiée en avril dernier. Moi, j'aurais sûrement dit l'inverse, mais bon, 11% des déplacements qui se font à vélo et seulement 4,3% en voiture. Oui. Je me suis pincé quand j'ai vu le chiffre. Ça met Paris loin devant les autres capitales régionales ? Alors, dans la France entière, Paris est la seule ville où le vélo est 3 fois plus important en nombre de déplacements que la voiture. Pour autant, la part modale du vélo, 11% pour Paris, ça le place dans le top 5, top 10 français, mais on a des villes avec des parts modales vélo plus développées, comme Strasbourg, Grenoble ou Bordeaux, où l'usage du vélo est plus développé en tant que tel, mais où par contre, la part de la voiture est aussi plus importante. D'accord. Donc la vraie particularité de Paris, c'est la faible place de la voiture. Ouais. Et si on compare Paris à d'autres grandes villes européennes, d'autres capitales européennes ? Alors là, sans commune mesure, on a Copenhague où on a une part modale du vélo qui est de 50%, donc un déplacement sur 2 est fait en vélo. Les Pays-Bas, de manière générale, on est à un bon 25-30%, ou en Allemagne, on est autour de 15-20%. Donc en France, on est quand même plutôt dans le peloton, le groupe derrière, dans le groupe éto que dans le peloton de tête, mais les progrès sont significatifs, surtout depuis la période du Covid. Robin Bourrindelot, est-ce que ces chiffres vous ont surpris d'une certaine... forcément non, puisque vous bossez sur Paris, mais quand même... Ils ne me surprennent pas vraiment parce qu'en effet, le Covid a été un déclencheur majeur de changement un peu de mentalité. Paris a en effet la spécificité d'avoir commencé très tôt les infrastructures cyclables et les avoir fortement accélérées pendant le Covid. Aujourd'hui, on a des infrastructures quasiment partout. Nous, on le voit dans notre activité, on utilise du coup quotidiennement les pistes cyclables. C'est un vrai plaisir de pouvoir éviter la congestion routière par ces infrastructures. Et on voit aussi le développement de plus en plus de cyclistes sur ces pistes-là. Il y a des trajets comme Bouvard-Sébastopol. Aujourd'hui, c'est presque compliqué d'y accéder facilement. Donc, il y a des réseaux qui se développent petit à petit pour faciliter. Donc, il y a un lien très direct entre les infrastructures, le réseau de pistes cyclables et la pratique. C'est dans ce sens-là que ça se fait ? Je pense que c'est essentiel pour rassurer, que ça soit en milieu urbain ou en milieu rural. Le milieu rural commence à se développer. Il y a beaucoup d'investissements de la part du gouvernement dans ces infrastructures-là. S'il n'y a pas de sentiment de sécurité pour un déplacement à vélo, ça va réduire forcément l'usage du vélo pour le grand public en tout cas. Et donc, alors qui dit infrastructure, on va penser d'abord aux acteurs publics, à l'État ou aux collectivités locales. Quel rôle pour les acteurs privés comme vous dans ce défi du développement du vélo ? Nous, je pense qu'en tant qu'entreprise, notre objectif, c'est de démocratiser l'usage du vélo. Il y a plein de solutions qui existent. Il y a des solutions qui viennent des entreprises, comme va proposer Mobilité Demain, pour les accompagner, pour proposer à leurs collaborateurs de s'initier à ces services-là. Et des services comme le nôtre, par exemple, où notre objectif, dès le départ, était de se dire il y a un manque quelque part dans l'usage du vélo. C'est toute la partie de la population qui... je sais pas, je suis avec mon enfant, je me sens peut-être pas forcément en sécurité de conduire au milieu de la circulation. J'ai justement un handicap qui soit plus ou moins lourd ou léger. Je vais pas pouvoir utiliser ce vélo-là. Qu'est-ce qu'on propose à ces personnes-là pour leur permettre d'accéder à la mobilité douce ? Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui existent depuis des années. Donc c'est un véhicule à 3 roues, il y a le chauffeur devant, on met les 2 passagers derrière, et on va pouvoir adresser une population qui est très variée. On va avoir à la fois des parents qui nous confient leurs enfants pour les amener à l'école. Donc il y a aussi une relation de confiance qui va se créer avec l'entreprise en se disant, voilà, mon enfant, il ne va pas pouvoir faire du vélo tout seul à 7 ou 8 ans parce que c'est très jeune. Donc on va le confier à une personne et il va quand même utiliser la mobilité douce. Et on va avoir des personnes âgées qui, elles, sont aussi convaincus par l'écologie, mais faire du vélo peut être plus ou moins complexe parce que difficulté motrice, va pouvoir utiliser notre service. Est-ce que vous avez parmi vos clients des entreprises ?
qui fournissent ou qui proposent ce service à leurs salariés? Parce que c'est aussi un levier de transformation, d'accélération. Alors ça, c'est un de nos objectifs de développement. Nous, on avait un objectif de croissance du nombre de véhicules disponibles avant de pouvoir entamer ces discussions avec les entreprises, parce que en tant que service à la demande, on a besoin d'être suffisamment réactif pour les collaborateurs pour répondre à leurs besoins de déplacement, que ce soit dans la journée ou en soirée. On a quand même des micro-entreprises qui travaillent avec nous, donc pour tous leurs déplacements professionnels. Et maintenant qu'on est passé à une flotte de 60 vélos, on va pouvoir se développer. Après, là, nous, notre collaboration avec les entreprises jusqu'à présent, elle est plus sur la dimension événementielle. Et cette dimension événementielle est très importante parce qu'il y a des grandes entreprises aujourd'hui qui organisent des dizaines d'événements par an pour leurs collaborateurs ou pour leurs clients. Comment est-ce que ces entreprises, plutôt que d'utiliser des navettes en voiture ou en minibus, vont accéder à une mobilité qui est plus durable et qui rentre dans leur stratégie RSE. Ça rejoint vraiment le cœur de votre activité, Sylvain Rédélé, et cette place du vélo dans la marque entreprise. Est-ce que vous voyez de plus en plus des grands groupes, des ETI, se dire « tiens, là, j'ai un point d'amélioration » ? Oui, il y a un vrai sujet aujourd'hui de marque employeur, de fidélisation, de réduire le turnover dans ces équipes. Et aujourd'hui, les actions RSE ou RH pour donner des avantages à ces salariés sont importantes. Donc, la mobilité, ça prend quelle part là-dedans ? La mobilité, c'est une part vraiment importante parce que c'est à la fois un frein à l'emploi pour certains, c'est aussi une des raisons. Je crois qu'un tiers des personnes qui changent de travail, c'est lié à la mobilité et la distance domicile-travail. Donc finalement, permettre à ses collaborateurs de se rendre au travail plus facilement, avec plus de bien-être ou être plus en adéquation avec son mode de transport, c'est quelque chose d'important pour fidéliser ses équipes. Donc les employeurs le font, pour leur image de marque également, et parce que même en termes de bien-être des équipes et de productivité, ils y trouvent aussi leur compte. Donc il y a un retour sur investissement en fait, qui est bien réel pour l'employeur. Et côté collectivité publique, là on parle d'investissements qui peuvent être quand même importants en termes d'infrastructure. C'est un mouvement de fonds qui continue, qui accélère ou qui au contraire est en train de freiner ? Non, c'est un mouvement de fond qui continue. Moi, je dirais ça comme ça, effectivement. Il y a eu un plan vélo national, le premier en 2018, qui a été lancé sur 5 ans. Le deuxième, du coup, en 2023, qui prend la suite avec un triplement du montant alloué au vélo. Donc, on voit que ça prend de l'importance. On va dire que le vélo est maintenant enfin pris au sérieux par l'État comme une vraie solution alternative à la voiture et pas seulement un moyen de loisir le week-end. Et donc, on voit la pratique du vélo qui se développe. Seulement, il n'y a pas que l'aspect infrastructure. Et donc, les collectivités font leur rôle en ayant développé les infrastructures. Nous, ce qu'on croit aussi, c'est qu'au-delà de l'infrastructure, il faut aller convaincre. Il faut aussi aller présenter le vélo aux usagers, leur dire, voilà, c'est une solution que vous n'avez peut-être pas envisagée jusqu'à maintenant, mais essayez-le. Vous allez voir, ça peut être adapté à vos déplacements. On revient au dispositif Goodwatt dont vous parlez tout à l'heure, parce qu'il y a un enjeu de pouvoir d'achat. C'est encore un des freins. Oui, aujourd'hui, lorsqu'on parle de vélo assistance électrique pour aller chercher des personnes un peu plus éloignées du vélo, un vélo électrique moyen, c'est à peu près 2 000 €. Donc, c'est un investissement qui est important. Donc, c'est intéressant déjà que les personnes puissent essayer avant d'acheter ce mode de transport et de leur proposer des modes de financement aussi, de la location de vélo, de la location longue durée, du leasing. Et l'employeur aussi peut s'engager. C'est-à-dire il y a des dispositifs comme le forfait mobilité durable qui viennent financer les personnes qui viennent en vélo. L'employeur peut aussi mettre à disposition des vélos à ses collaborateurs. Et ça, ce sont des dispositifs auxquels on croit et qu'on encourage aussi, puisqu'à la suite du dispositif Goodwatt, nous proposons aussi des dispositifs de location et de mise à disposition de vélos. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est l'heure de notre rubrique Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Smart Ideas avec Romain Cordier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Platéo, créé en 2020 avec Raphaël Viruzewski. Et avec quelle idée ? Racontez-moi. Au départ, on souhaitait juste capitaliser sur notre expérience d'ingénieur en BTP pour accompagner les personnes au sens large pour la réalisation de travaux dans leur logement. Et en fait, au moment, on a rencontré une personne qui est dite sous tutelle. C'est une mesure de protection. Et c'est des personnes qui sont vulnérables et qui sont accompagnées par ce qu'on appelle des tuteurs ou des curateurs. Le vrai métier, c'est mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Et on s'est rendu compte qu'on avait un réel impact et une vraie valeur ajoutée pour ces personnes. Et donc, vous êtes vraiment spécialisé sur ce marché. Alors, on peut se dire c'est un marché de niche, c'est un peu particulier. C'est combien de personnes en France ? En France, c'est entre 800 000 et 1 million de personnes. Et nous, notre volonté, vraiment, en se spécialisant dans les travaux chez ces personnes-là, c'est d'apporter quelque chose à la profession.
Aujourd'hui, un mandataire judiciaire, quand il a un problème avec la justice, il va faire appel à un avocat. Quand il a un problème avec son logement, il n'a personne à qui faire appel. Il a des artisans, il a des agences immobilières, un peu de gens qui gravitent autour, mais il n'y a pas vraiment d'appui et de soutien pour ces professionnels-là. Donc vos clients, ce sont les mandataires judiciaires à la protection de majeurs. Alors, cas d'école, c'est quoi? C'est des travaux à faire chez quelqu'un, mais pourquoi il y a besoin d'un fonctionnement spécifique? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais en fait, le mandataire judiciaire, lui, va s'occuper de plusieurs personnes. Il va avoir un panel de personnes qui va s'occuper de tous les pans de leur vie. Donc en fait, quand on vient parler de travaux, c'est des choses qui prennent du temps, qui demandent des compétences techniques pour vérifier que les travaux sont bien faits, que les prix sont adaptés. Donc en fait, très souvent, c'est des sujets qui sont mis sur le côté et qui ne sont pas mis en avant par les mandataires judiciaires. Et ça fait que les personnes se retrouvent souvent à vivre dans des logements qui ne sont pas salubres, mal entretenus, alors que le logement, pour nous, est une place centrale dans la vie de ces personnes vulnérables. Et alors, côté artisan du bâtiment, il y avait des difficultés rencontrées sur ce marché spécifique? Les spécificités, c'est surtout sur les contraintes, les conditions d'accès. On intervient en fait chez des personnes qui sont vulnérables, les personnes qui sont placées sous mesure de protection, c'est à cause du handicap, de la maladie, de l'âge. Donc il faut avoir une certaine pédagogie, il faut quand même avoir envie de travailler chez ces personnes-là. C'est souvent des travaux d'entretien, de remise en état, donc pas forcément les plus lucratifs pour les artisans. Donc c'est quand même assez spécifique. Puis les travaux sont commandés par un tiers qui est le mandataire judiciaire pour un bénéficiaire final qui est le majeur protégé. Donc c'est quand même assez particulier comparé à des travaux classiques que les artisans peuvent faire. Et je vois bien la démarche, mais j'aimerais bien que vous l'exprimiez. Pourquoi finalement vous avez fait ce choix? Vous vous sentez plus utile en faisant ça qu'en étant une entreprise de BTP entre guillemets classique? Exactement, nous c'est par rapport aux valeurs, nous c'est pour avoir vraiment un but et une mission dans ce qu'on fait. Ça nous tient vraiment à cœur, on sait pourquoi on se lève le matin et c'est vraiment dans ça qu'on veut s'inscrire et c'est pour aussi laisser une empreinte et faire évoluer cette profession et permettre aux gens de vivre comme tout un chacun. Jusqu'où vous accompagnez les mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans justement la gestion d'un dossier? C'est seulement on vient, on est là pour faire les travaux, on fait les travaux, ou alors c'est plus vaste que ça? Alors c'est un accompagnement vraiment qui va de A à Z, on arrive en amont des travaux. Nous, quand on reçoit un dossier, on va commencer par faire une visite sur place, donc soit par nous, soit par un partenaire local, parce qu'on fait ça sur toute la France. Ensuite, on va établir une liste des travaux, c'est vraiment comme un dossier cadré sur les prestations qui vont être faites. Et après, on va pouvoir consulter des entreprises. Donc, c'est le modèle ce qui s'apparente à de la maîtrise d'œuvre dans le bâtiment. On n'a rien inventé, on a juste adapté à ces personnes. Et on va jusqu'au suivi de travaux et la réception jusqu'à la fin, faire un rapport avec les photos pour pouvoir justifier surtout ce qui a été fait chez la personne. Et alors, vous êtes présent un peu partout en France aujourd'hui? Vous travaillez avec beaucoup de mandataires? Cette prestation d'accompagnement, on l'a fait sur toute la France parce qu'on s'appuie sur des relais locaux. Nous, après, on fait ça à distance. On a établi toutes nos procédures pour pouvoir gérer ça. Et aujourd'hui, on intervient pour les mandataires indépendants, pour les associations tutélaires, pour un peu toutes les personnes qui gravitent autour des majeurs protégés, mais on a vraiment cette volonté de travailler que chez les majeurs protégés. On ne va pas intervenir chez d'autres bénéficiaires, en tout cas pour le moment. On se limite vraiment à ces personnes. Merci beaucoup Romain Cordier. Bon vent à Platéo. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Alexis Mathieu en charge de la programmation et de la production, Ulysse Touré, le réalisateur, Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Belle journée à toutes et à tous et à demain. Salut.